Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver au travers de cette première série. Cette première série, eh bien, nous allons l'introduire avec ce titre « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu ». Alors, nous allons eh bien, tirer sur ce fil, mais pour tirer sur ce fil, il est important de démêler la pelote. Et je vous invite eh bien, à rentrer dans une démarche d'enquête, d'investigation, de recherche, afin de découvrir eh bien, ce qu'il en est au niveau de nos origines, au niveau de ce que nous sommes en train de vivre présentement, mais également la perspective de notre avenir. Avant toute chose, j'aimerais utiliser l'image que nous connaissons tous, c'est l'image d'un crash test. Afin de connaître eh bien, la fiabilité d'une voiture, eh bien, on va permettre au travers de ce crash test, qui est un choc brutal, mais qui est un choc contrôlé, on va mettre en situation pour révéler ce qui ne se voit pas forcément. On va analyser la solidité du châssis, la fiabilité des systèmes de protection, la qualité des choix que les ingénieurs ont fait en amont pour élaborer et construire la voiture que nous empruntons. Et au travers de ce crash test, pour mesurer la fiabilité de la voiture, eh bien, il va y avoir plusieurs étoiles qui vont définir cette fiabilité. Une étoile qui va montrer que le véhicule que nous empruntons eh bien, a une protection très faible, jusqu'à 5 étoiles qui nous montrent vraiment que la voiture est capable de faire face aux choix et aux chocs eh bien, les plus forts. Ce test eh bien, ne vise pas à détruire la voiture, mais à savoir si elle vaut la peine de transporter une vie humaine. Et comme on peut le voir, les crash tests, ce sont des tests réalisés donc, en laboratoire et qui permettent de vérifier le comportement des véhicules en cas de collision, afin que nous puissions faire un choix en toute conscience par rapport à la fiabilité du véhicule. On peut voir au travers de cette image deux véhicules, deux mises en situation identiques, et pourtant on voit que eh bien, dans le véhicule de gauche, il ne reste pas grand-chose de la partie avant, et on peut imaginer malheureusement eh bien, qu'il y a de faibles chances que la personne à l'intérieur de ce véhicule soit toujours en vie après ce choc frontal. Et donc, la question maintenant, c'est d'essayer de transposer au travers de ce principe du crash test, transposer cela et essayer de voir si nous pouvons en faire une application par rapport à notre vie quotidienne. Est-ce que nous sommes sûrs qu'en ce qui concerne eh bien, la manière dont nous conduisons notre vie, est-ce que nous sommes sûrs d'être à bord du bon véhicule? Est-ce que le véhicule que nous empruntons est solide, ou est-ce que eh bien, il y a des éléments qui vont fragiliser ce véhicule à la première collision? Mais au-delà du véhicule, ce qui est important, c'est non seulement de savoir si nous sommes à bord du bon véhicule, mais si nous avons le bon GPS. Et si ce GPS eh bien, nous conduit vers un endroit où nous voulons vraiment aller. C'est la première question. Deuxième question, est-ce que nous avons calibré les bonnes coordonnées ou est-ce que eh bien, nous avons calibré sur le désir des autres? Est-ce que nous connaissons eh bien, la véritable destination, ou est-ce que le GPS va nous faire tourner en rond, et nous pouvons tourner en rond pendant un temps non négligeable, parce que nous ne savons pas réellement quelle est la destination finale de notre vie. Et la question est, s'il arrive qu'un jour, eh bien, nous puissions avoir une collision très forte, comment eh bien, est-ce que nous allons réagir? Première question, comment réagir? Est-ce que nous avons bâti notre vie sur quelque chose qui tient la route? Ou est-ce que nous devons revoir le modèle, renforcer le châssis ou éventuellement changer de GPS? La vie
eh bien, nous réserve parfois des collisions. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être une séparation, un bouleversement, une trahison, un échec ou même la maladie. Et c'est précisément dans ces moments-là que nous découvrons si nos choix, si nos fondations, si nos directions sont fiables. Le crash, eh bien, n'est pas là pour nous accuser, il est là pour nous éclairer sur nos propres choix. Il est là pour révéler et mettre en lumière ce qu'il en est. Et il permet de mieux nous reconstruire avec des fondations plus solides et plus vraies. Le crash test de notre vie n'est pas une condamnation, mais c'est une chance de nous poser ces deux questions fondamentales. Suis-je à bord du bon véhicule et est-ce que j'ai le bon GPS qui me conduit à la bonne destination? Dans nos vies, combien de fois est-ce que nous avons fait des choix, nous avons choisi des chemins à tête baissée, à toute allure, sans GPS? Face à ces défis, est-ce que nous savons prendre les bonnes décisions et emprunter la bonne route? Démêler la pelote, qu'est-ce que cela signifie? Quel est le sens de cette question? Je vous invite maintenant à me suivre dans une démarche, dans un cheminement qui va nous conduire de nos origines à notre présent, mais également afin de mieux nous préparer pour notre avenir. Je vous invite à vous installer confortablement et me suivre dans cette enquête qui a pris de nombreuses années d'investigation afin de rassembler des milliers de pièces d'un puzzle gigantesque. Et c'est ce que je vous invite maintenant à partager avec moi. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel, nous réalisons à quel point nous sommes un point minuscule dans l'univers. Cette présence minuscule qui est suspendue dans un univers gigantesque. Notre esprit peut se perdre dans les chiffres parce que notre Terre fait partie d'une galaxie qui contient des milliards d'étoiles et notre propre galaxie n'est qu'un point minuscule à travers les milliards de galaxies qui constituent notre univers. Et nous avons des distances que nous n'arrivons à peine à décrire, tellement cet univers est gigantesque. Regardez cette vidéo qui va nous faire prendre conscience de la petitesse de la planète Terre face à l'immensité de l'univers. Nous voyons les distances et la circonférence de ces différentes planètes. Nous voyons une petite planète avec 946 km de circonférence et nous voyons à travers cette vidéo combien les planètes vont devenir de plus en plus grandes. Mercure, Titan, Mars, Vénus, 12 000 km, la planète Terre, 13 000 km, et nous allons voir que la planète Terre n'est tout petite face à l'exoplanète Kepler 22b, 30 000 km, Neptune, 50 000 km, Uranus, 51 000 km, et nous avançons, Saturne, 120 000 km, Jupiter, et ainsi de suite, le Soleil, 1 400 000 km, et nous allons voir que le Soleil n'est rien, n'est qu'un point dans l'univers face à toutes ces autres galaxies, toutes ces autres planètes, pardon.
face à cette immensité, notre vie, notre propre histoire, nos questions, eh bien, ressemblent à un tout petit point, un souffle, un témoin minuscule au cœur du cosmos. Un point qui veut savoir d'où il vient, mais également où il va. Et ce sont ces trois questions existentielles, d'où je viens, où suis-je et où vais-je, que l'être humain se pose aujourd'hui. Et nous allons essayer, au travers de cette première partie, de poser des bases et d'avoir des éléments de réponse face à cela. Et nous allons voir par la suite, dans cette première série, eh bien, quelles réponses nous pouvons trouver de manière à donner du sens à notre vie. Ce petit point dans l'univers, qui est notre planète Terre, ou le petit point que nous sommes dans cette planète, quel est le rôle que nous pouvons jouer eh bien, dans cette grandeur cosmique? Si l'infiniment grand eh bien, nous dépasse, lorsque maintenant nous rentrons dans l'infiniment petit, nous rentrons dans une dimension tout aussi incroyable. Parce que plus nous rentrons dans l'infiniment petit, et plus nous découvrons la complexité également, par exemple, de notre corps humain. Plus les sciences avancent, et plus elles révèlent que la vie n'est pas qu'un simple mécanisme fait par hasard. Elle est un chef-d'œuvre d'ingéniosité, de technicité, d'information et de précision. Vous avez ici une simple cellule. Cette simple cellule, eh bien, elle est constituée d'un noyau. Ce noyau va contenir 46 chromosomes et les chromosomes contiennent eh bien, environ 2 mètres d'ADN, donc 2 mètres d'ADN dans chaque cellule, compactée dans un espace invisible à l'œil nu, qui contient donc un code plus complexe que toutes les bibliothèques du monde réunies, capable de lire, de se corriger, de se reproduire et d'ordonner 30 000 fonctions qui doivent s'activer ou se taire au bon moment. Ça, c'est une simple cellule. Dans chaque cellule, nous voyons la complexité et le corps humain eh bien, est constitué de 60 milliards de cellules. Alors j'aime beaucoup cette description que va faire le biologiste Michael Denton. Voici ce qu'il déclare et voici la manière dont il va transposer la complexité de la cellule. Voici ce qu'il dit dans son livre « L'évolution, une théorie en crise » publié en 1993. Pour saisir la réalité de la vie telle qu'elle a été révélée par la biologie moderne, il faudrait agrandir la cellule encore 1 milliard de fois jusqu'à ce qu'elle atteigne un diamètre de 20 km et ressemble à un aéronef géant assez vaste pour recouvrir une grande ville comme Londres ou New York. On découvrirait dans un objet d'une complexité et d'une finalité adaptative sans pareil. À la surface de la cellule, on verrait des millions d'ouvertures comme les hublots d'un vaste vaisseau spatial qui s'ouvre et se referme pour permettre la circulation d'un flux continu de matériaux entrants et sortants. Il continue. En pénétrant par l'un de ces orifices, on découvrirait un monde d'une complexité ahurissante, sous le règne d'une technologie très avancée. On verrait un réseau de couloirs, de conduits sans fin se ramifier dans toutes les directions à partir du périmètre de la cellule, certains conduisant à la banque de mémoire centrale du noyau, d'autres aux unités de traitement et aux chaînes d'assemblage. Le noyau lui-même serait une vaste chambre stérile de plus d'1 kilomètre de diamètre, semblable à un dôme géodésique. À l'intérieur, on discernerait des kilomètres de chaînes torsadées de molécules d'ADN bien empilées en rangées ordonnées. Et il termine: le long des conduites, une grande diversité de matériaux bruts et de produits circulerait dans une ordonnance parfaite, allant vers les différentes chaînes d'assemblage des régions externes de la cellule ou en revenant. Donc on voit à travers cette description de la cellule la transposition que Michael Denton va faire en grossissant cette cellule jusqu'à en faire devenir une ville qui a la complexité de la ville de New York,
Et il termine en disant « Ce serait cependant une usine dotée d'une capacité sans précédent, car elle serait capable de dupliquer sa structure entière en l'espace de quelques heures. Assister à une telle opération, agrandie 1 milliard de fois, serait un spectacle grandiose. » Face à cette complexité, des savants de tous bords, que ce soit la biologie moléculaire, et on verra dans les 3 autres présentations des éléments concrets qui vont nous éclairer sur la complexité de la vie. Fred Hoyle, qui est un éminent scientifique, cosmologiste et astronome britannique, va déclarer « La théorie que la vie a été créée par une intelligence est tellement évidente que l'on se demande pourquoi elle n'est pas communément adaptée. Les raisons, dit-il, sont psychologiques plutôt que scientifiques. » On voit qu'il y a un blocage, tellement aujourd'hui avec les découvertes, notamment en biochimie moléculaire, on a découvert cette complexité auquel on ne pensait pas. Aujourd'hui, il y a un blocage psychologique qui empêche d'intégrer la notion d'un être créateur à l'origine de cette vie. Chandra Wickramasinghe, qui est professeur de mathématiques appliquées et d'astronomie à l'université de Cardiff, d'ailleurs ancien collaborateur de Fred Hoyle, va déclarer « La probabilité que la vie ait pu se former à partir de matière inanimée correspond à un chiffre avec 40 000 zéros, donc ce qui est impossible. Un chiffre assez petit pour enterrer Darwin et la totalité de la théorie de l'évolution. Il n'y a jamais eu de soupe primitive, ni sur cette planète, ni sur une quelconque autre. Et si les débuts de la vie n'étaient pas dus au hasard, ils sont donc certainement le produit voulu d'une intelligence. Fred Hoyle va également déclarer dans son livre qu'il a publié avec Chandra Wickramasinghe en 1984, Fred Hoyle, qui est reconnu quand même comme l'un des grands penseurs scientifiques du XXe siècle, la vie ne peut pas avoir eu un commencement aléatoire. Le problème, c'est qu'il y a environ 2000 enzymes et la chance de les obtenir par hasard est donc seulement d'une chance sur 10 puissance 40 000. Donc, ce qui mathématiquement est impossible. Une probabilité, déclare-t-il, atrocement petite à laquelle on ne peut faire face, même si l'univers entier était constitué de soupe organique. Nous arrivons à un exemple intéressant avec cet homme, Antony Flew. Antony Flew a été considéré comme l'un des plus grands penseurs athées du XXe siècle. Il a écrit plusieurs dizaines de livres pour défendre l'athéisme, jusqu'à ce que, en 2007, 3 ans avant sa mort, il fasse non seulement une déclaration fracassante, mais qu'il coécrive un livre avec la couverture suivante. Il n'y a pas de Dieu. En anglais, c'est There is no God, comme vous pouvez le voir. Le no est barré et est remplacé par E. Il y a un Dieu. Et le sous-titre de ce livre a de quoi nous interpeller. Comment l'athée le plus connu au monde a changé sa vision des choses, a changé sa manière de percevoir les choses. Donc, dans cet ouvrage, il va décrire ce qui l'a amené à changer de position et il déclare entre autres que les travaux sur la biochimie moléculaire lui ont confirmé que la vie ne pouvait pas être le fruit du hasard, qu'il y avait forcément un créateur au début de tout cela. Sans forcément devenir chrétien, il a intégré cette notion que le fruit du hasard, que les bases que Darwin a posées ne pouvaient plus tenir la route. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. La question que j'aimerais reprendre face à tout cela, est-ce que nous avons le bon GPS? Est-ce que nous roulons, nous prenons conscience dans un univers qui est ordonné avec une précision telle, l'infiniment petit nous montre la complexité également de notre corps humain.
Il est donc important d'avoir dès le départ le bon GPS, mais de connaître également la destination. Comme on peut le voir sur ce schéma, le principe de vie que nous trouvons, c'est que chaque cause amène un effet. Et nous trouvons ce principe extraordinaire qui va à l'inverse de ce que la théorie de l'évolution a longtemps voulu nous faire croire. C'est-à-dire seul le plus fort est capable de survivre. Mais nous voyons dans la nature, nous voyons l'opposé et nous allons y arriver dans un instant. Et donc, nous voyons que rien ne peut exister, rien ne peut fonctionner seul. C'est la loi de base de la vie. Et donc, rien ne peut faire quoi que ce soit pour lui-même. Tout fonctionne dans un circuit. C'est ce principe-là. Autre remarque, Frédéric II, empereur, dans les années 1200, va vouloir mener une expérience. Cette expérience est fascinante. Malheureusement, elle est dramatique. L'empereur Frédéric II a voulu connaître quelle était la langue originelle que l'être humain parlait au tout début. Et donc, à sa grande consternation, cette expérience va être écourtée parce que quelque chose de tragique va se dérouler. Il va demander à ce que les bébés soient totalement isolés de tout contact humain, de tout contact, tout acte tendre, parole ou autre, parce qu'il veut savoir quel est le langage, quels sont les premiers mots que vont parler ces bébés. Et comme je vous le disais, malheureusement, cela va finir tragiquement, parce que ces bébés vont mourir. Ces bébés vont mourir faute de contact, faute de tendresse, faute d'avoir reçu le principe de base de l'amour et de l'affection. En 1248, un historien italien du nom de Salimbe di Adam nota « Il ne pouvait pas vivre sans caresse, sans contact. Les bébés sont morts littéralement par manque d'affection. » Et la question que j'aimerais maintenant poser, est-ce que notre monde n'est pas en train de vivre la même chose? Est-ce que notre monde n'est pas en train de mourir littéralement par manque d'amour, par manque d'affection, par manque de tendresse? Dans son best-seller Love and Survival, Dean Ornish va présenter étude après étude pour démontrer que l'amour est une influence majeure sur la santé, que ce soit mentale, émotionnelle et physique. À la page 29 de son livre, il va résumer le message inattendu de l'ensemble des données qui s'accumulent aujourd'hui. Et il déclare « Tout ce qui favorise les sentiments d'amour et d'intimité est une guérison. Tout ce qui favorise l'isolement, la séparation, la solitude, la perte, l'hostilité, la colère, le cynisme, la dépression, l'aliénation et les sentiments connexes conduit souvent à la souffrance, à la maladie et à la mort prématurée, toutes causes confondues. » La science moderne nous prouve aujourd'hui par les études qui ont été menées que les êtres humains sont littéralement conçus pour aimer et être aimés, comme si dans notre ADN était inscrit, était gravé ce message, vous devez aimer et être aimé pour survivre. Mais cela pose un réel problème au docteur Ornish et au courant dominant de la science moderne. Il explique « Il ne fait aucun doute que l'amour et l'intimité sont de puissants déterminants de notre santé et de notre survie. La raison pour laquelle ils ont un réel ou un tel impact reste un mystère. » Parce que dans ce schéma évolutionniste, dans la compréhension des origines de la vie, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de ce schéma. L'être humain n'est pas né pour aimer dans leur conception des choses. Seul le plus fort doit survivre. Et pour survivre, il n'y a pas de cadeau. Ainsi donc, pour résoudre le
ce mystère étrange auquel il ne trouve pas de réponse, le docteur Ornish va poser une question à un large éventail de scientifiques. Et voici cette question. Pourquoi les êtres humains sont-ils si fortement dépendants de l'amour? C'est une question importante. La réponse fut du genre, c'est étrange, mais nous ne savons pas pourquoi. Nous n'avons pas trouvé pourquoi il en est ainsi. Et donc, le docteur Ornish va conclure, le mystère demeure. Personne ne peut l'expliquer complètement. Pourquoi l'amour et l'intimité sont si importants? Depuis des décennies, la recherche scientifique tente de comprendre l'origine de l'amour humain. Non pas l'attirance ou l'attachement biologique, mais cette réalité bien plus profonde qui est la réalité, la capacité de se sacrifier, la capacité de tout donner, parce que, par amour, on prend conscience d'une réalité, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le pardon, permet aussi de pouvoir avancer et de ne pas rester bloqué, prostré, paralysé dans le passé. Et ainsi donc, tous ces mécanismes permettent de trouver une réalité concrète qui est celle d'un amour concret. On voit à travers cette expérience de cette femme, en septembre 2019, Emma Scholes, qui est mère de 6 enfants. Cette mère a défié la mort avec un amour et un courage sans limite. Elle va être réveillée en pleine nuit par les cris de son fils. Et alors, elle découvre, horrifiée, que sa maison est en flammes. Seule, parce que son mari était au travail, elle va agir sans hésitation. Malgré des brûlures qui vont recouvrir 93% de son corps, Emma, cette femme, va retourner dans l'enfer du feu pour sauver l'un après l'autre chacun de ses enfants. Un par un, elle va les protéger jusqu'à ramper pour sortir la plus petite de son berceau. Son instinct maternel a été plus fort que la douleur, plus fort que la peur. Elle va être transportée d'urgence à l'hôpital, plongée dans le coma, elle va lutter pour sa survie. Mais à son réveil, sa première pensée ne la concerne pas. Sa première pensée n'est pas de se tourner vers ses blessures. Sa première pensée, c'est de savoir si ses enfants vont bien et sont en vie, s'ils sont sains et saufs. Elle a été reconnue comme sauveteuse de l'année en Suède. Et elle a pu déclarer « J'ai mis au monde 6 enfants. Je devais obligatoirement les sauver tous les 6. » Cette histoire nous rappelle à quel point la force d'une mère, la force de l'amour est capable de déplacer des montagnes. Et nous allons rentrer dans une dimension très particulière, très spéciale, dans une deuxième série. Voir comment nous pouvons guérir de toute blessure, qu'elle soit émotionnelle, y compris depuis notre plus jeune âge. Comment trouver des solutions face à cela? Nous voyons aujourd'hui une pensée matérialiste dominante, mais qui n'apporte pas de réelle réponse face à tout ce que nous pouvons subir, face à tous ces mots, MOTS ou ces MOX, MAUX, peu importe. Quelles sont les solutions que nous propose aujourd'hui cette pensée matérialiste? Les données racontent une chose aujourd'hui, les données concrètes, réelles de la vie de tous les jours, c'est que l'amour authentique, celui qui coûte, celui qui expose, celui qui met l'autre avant soi, ne correspond pas aux modèles comportementaux attendus, aux modèles évolutionnistes que l'on nous enseigne dès l'enfance. Nous voyons dans la réalité une autre réalité. L'amour même dans la nature, où nous voyons des animaux prêts à se sacrifier pour sauver leur progéniture, c'est la réalité de la vie de tous les jours dans la vraie vie. La compassion est également un point important. Et voici cette question où nous voyons les neurosciences qui décrivent au travers de cette réalité,
Voici cette question. Pourquoi cherchons-nous un amour durable, un amour total, un amour inconditionnel, un amour qu'aucune relation humaine, aucune réussite, aucun bien matériel ne parvient entièrement à combler? Ce constat va mettre en évidence une tension entre le modèle naturaliste qui décrit l'être humain comme une machine biologique, optimisée bien sûr par la sélection naturelle. Or, l'expérience universelle de l'amour va suggérer au contraire une profondeur qui dépasse totalement ce cadre. Pour de nombreux chercheurs, philosophes, historiens des religions, cette tension ouvre une piste de réflexion majeure. Et si cette capacité d'aimer était un indice non d'un processus aléatoire, mais d'une origine bien plus élevée. Dans la tradition biblique, deux déclarations vont faire écho l'une à l'autre. La première déclaration que nous pouvons trouver dans la Bible, c'est « Dieu créa l'être humain à son image ». Et l'autre, c'est cette déclaration que nous avons ici de 1 Jean, chapitre 4, qui nous dit que Dieu est amour. Ça fait partie intégrante de son caractère. D'un point de vue conceptuel, ces affirmations vont établir un lien direct entre l'identité de l'humanité et la nature même de Dieu. Si l'on prend cette hypothèse au sérieux, l'amour n'est donc plus une anomalie dans tout le système de l'évolution, mais cela devient une signature, une trace de l'origine inscrite au cœur de l'être humain. Cela explique pourquoi le désir d'aimer, le désir d'être aimé est non seulement universel, irréductible et souvent plus fort que l'instinct de survie, comme nous l'avons vu avec l'exemple de cette femme qui a sauvé ses 6 enfants. Cela expliquerait pourquoi les sociétés les plus différentes ont toutes élevé l'amour au rang de valeur essentielle. Et cela explique pourquoi, une simple explication purement biologique ne parvient pas à rendre compte de la dimension existentielle, morale et spirituelle de l'amour humain. Ce constat ouvre un champ d'investigation extraordinaire, un champ de recherche, d'enquête fascinant. L'amour, loin d'être un simple produit de l'évolution, pourrait être l'un des indices les plus profonds de ce qui fait de nous des êtres humains uniques. Un fil rouge, discret, puissant, qui relie notre expérience intime à une réalité bien plus grande encore. Et dans cette optique, la question n'est plus seulement comment l'amour fonctionne-t-il, mais plutôt pourquoi l'amour existe-t-il et qu'est-ce qu'il révèle sur nos origines. Comme nous le lisons ici dans cette déclaration, l'amour est essentiellement un don de soi plutôt qu'une préservation de soi et par conséquent n'a aucun sens dans le contexte de l'évolution. Et c'est ce qui rend interrogatif des chercheurs comme Dean Ornish. Il se peut que sur le chemin de notre vie, sur notre parcours de vie, nous ayons fait des sorties de route. Et comme ce crash test, que nous ayons pris un mur en pleine figure. Des moments où nous avons peut-être perdu le contrôle, où quelque chose nous a heurté de plein fouet. Des blessures, visibles ou même invisibles, ont alors pu endommager notre carlingue intérieure et mettant à mal notre confiance, touchant à l'intégrité de notre identité. Tout cela nous a peut-être bloqués, tout cela nous a peut-être empêchés d'avancer sereinement, de nous construire et de partir sur des bases saines et solides. Et même de pouvoir altérer les relations que nous pouvons avoir avec l'autre. Et peut-être que dans notre relation de construire quelque chose, que ce soit une relation de couple ou autre, que nous avons attendu
ou que nous attendons de l'autre qu'il vienne combler un vide, une carence, ou répondre à cette problématique. Mais le souci, c'est que, comme tout besoin essentiel, comme tout besoin fondamental, que ce soit le besoin essentiel, vital, de pouvoir nous nourrir, de boire, de profiter du soleil, nous nous rendrons compte que ces besoins vitaux, essentiels, sont extérieurs à nous. Mais nous n'avons pas intégré que l'amour est également un besoin vital, essentiel, extérieur à nous. Et donc, lorsque nous nous engageons dans une démarche avec quelqu'un, nous pensons que l'autre va venir combler un vide. Mais l'autre est dans la même situation. Et nous nous rendons compte que, c'est toujours après ces fameux 3 ans de fréquentation, que les choses diminuent. Et que nous pouvons vite arriver au principe de 2 parallèles. Le principe des parallèles, c'est qu'elles ne se rencontrent jamais. Elles ne se rencontrent plus. Il faut donc être connecté à une source extérieure de l'amour pour pouvoir être rempli, ne plus être dans l'attente. Parce que lorsque nous recevons, lorsque nous sommes remplis de cet amour, nous ne sommes plus dans l'attente, mais dans le fait qu'il y a plus de plaisir à donner parce que nous avons reçu qu'à recevoir. Et donc c'est tout ce schéma qu'il nous faut casser et comprendre qu'il y a une source extérieure à nous-mêmes et que cette source, nous la trouvons dans un livre qui est unique et nous allons voir au travers des prochaines présentations pourquoi ce livre unique, qui a été l'un des livres les plus critiqués au monde, est le seul capable de nous relier, de nous reconnecter avec celui qui est cette source d'amour et avec celui qui nous décrit d'où nous venons, où nous en sommes et où nous allons. Peut-être il est important de prendre conscience, et je vous invite au travers de ces différentes séries à faire quelque chose que nous négligeons trop souvent. Quelle que soit la voiture que nous pouvons emprunter, que nous pouvons utiliser, il est important régulièrement de prendre le temps d'un véritable diagnostic. Lorsque vous faites 20 000 ou 30 000 km selon les voitures, il ne vous vient pas à l'esprit que l'huile, que tous les éléments qui constituent le moteur, le liquide de refroidissement, que vous allez pouvoir rouler 100 000 km sans avoir à vous inquiéter. Il en est de même dans notre vie. Nous avons besoin d'ouvrir le capot de notre vie et de regarder tout ce qui peut dysfonctionner afin de remettre les choses à plat, de refermer le capot et de pouvoir reprendre le véhicule parce que nous savons maintenant que le véhicule que nous empruntons va nous mener jusqu'au bout. Prendre un moment pour soulever ce capot, écouter tous les bruits intérieurs, observer ce qui a pu être tordu, ce qui a pu être déformé, abîmé, négligé ou cassé. Et c'est ce temps que j'aimerais passer avec vous pour que nous puissions comprendre que quel que soit le passé, quels que soient les chocs, quel que soit le parcours de vie, nous pouvons redémarrer sur des bases solides et faire que aujourd'hui, ce qui peut peut-être vous bloquer dans votre avancement devienne une force. Parce que le principe de résilience, c'est que après tout choc, tout traumatisme, nous pouvons rebondir et devenir encore plus forts. Parce que nous savons d'où nous sommes venus et nous savons qu'en étant connectés avec cette force extérieure de l'amour, nous avons cette capacité de rebondir et de trouver du sens à notre vie. Ainsi donc, à travers un séminaire sur plusieurs conférences, je vous invite à rentrer dans cette dimension cerveau brisé, cœur brisé et de manière très pratique. C'est un atelier que j'ai pu présenter dans de nombreux pays et qui a permis à de nombreuses personnes de trouver la guérison intérieure et de repartir, quels que soient les traumatismes, que ce soit viol, que ce soit inceste, peu importe, quels que soient ces traumatismes, nous pouvons repartir en faisant que cela devienne une force parce que le principe de guérison, la guérison totale, nous permet de trouver des solutions auxquelles nous n'avons peut-être pas pensé et de trouver surtout, de découvrir celui qui nous amène dans une compréhension de ce qu'il veut faire en nous, de la capacité qu'il a de guérir toutes ces blessures et de nous conduire pas à pas
de cette blessure jusqu'à la guérison et après. Ensemble, patiemment, nous allons dénouer cette pelote, libérer les fils emmêlés, identifier les blessures qui demandent de l'attention, non pas regarder en arrière avec amertume, peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, mais pour avancer avec sérénité. Même s'il est essentiel de comprendre notre propre histoire, il est tout aussi précieux de comprendre l'histoire de l'humanité elle-même. Souvent, pour savoir où nous allons, eh bien, il nous faut comprendre d'où nous venons. Et c'est là notre exploration. Et cette exploration peut prendre une dimension que vous n'avez peut-être pas intégrée. Au travers du schéma classique que nous avons ici sous les yeux, de ce schéma de l'évolution, ce schéma de l'évolution, on va le transposer également en montrant bien, que l'être humain, comme si on transposait ça avec l'expérience de Frédéric II de Hohenstaufen, avec cette expérience sur ce désir de connaître la langue universelle, je vous invite, à travers plusieurs présentations, à faire la même expérience, mais à comprendre quelle était, dans toutes les cultures, que nous soyons en Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe, peu importe, quel était le premier sentiment religieux dans toutes les civilisations que nous connaissons. Et nous allons découvrir quelque chose d'assez extraordinaire, quelque chose d'assez surprenant. Et je vous invite à rentrer dans cette recherche, dans cette quête, pour comprendre quelles sont nos origines. Ainsi donc, nous allons à travers de la biologie, de l'ethnologie, de l'archéologie et même de la prophétie essayer de comprendre tous ces éléments-là afin de mieux nous préparer à ce qui arrive. Vous avez ce personnage, Wilhelm Heinrich Immanuel Bleck, qui est un linguiste et il s'est spécialisé dans les langues sud-africaines. C'est l'un des fondateurs de la philosophie bantoue. Et c'est lui d'ailleurs qui a créé ce mot bantou. Et son travail, ce qui est très intéressant, va ouvrir une brèche. Il va découvrir que les langues les plus anciennes vont porter en elles les traces d'une conscience religieuse élevée, totalement incompatible avec un animisme primitif. Et Bleck va consacrer sa vie à l'étude des langues khoisan, notamment celles des Bushmen ou des San, parmi les plus anciennes familles linguistiques connues. Et voici la synthèse de ces travaux. Un Dieu céleste créateur, porteur de qualité morale, distinct du monde, source de lumière et de vie, souvent appelé Kagen ou Iksu selon les traditions. Et nous allons retrouver au travers de cette conférence toutes les traces qui existent dans toutes les civilisations, montrant que chaque civilisation croyait au début en un Dieu unique. Nous allons aller de l'Amérique du Nord avec les tribus indiennes, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, la Chine et les aborigènes. À travers toutes ces civilisations, découvrir qu'est-ce qu'ils croyaient au tout début. Et donc je vous invite à cette démarche afin de comprendre que l'humanité a connu un Dieu unique dès son origine. Ce Dieu a été malheureusement progressivement oublié ou occulté. Les religions, entre guillemets, primitives ne sont pas des balbutiements, mais des vestiges de ce qui existait au tout début, de ces croyances qu'elles ont gardées et transmises, avec, dans certains cas, des distorsions en effet. Les mythes sont des mémoires brisées d'un contact originel avec le divin, avec Dieu. Et une tradition religieuse commune va précéder la dispersion des peuples. Alors, on pose souvent la question « j'ai deux bonnes nouvelles, par laquelle veux-tu que je commence, la bonne ou la mauvaise ?» Eh bien, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Et en fonction de la perspective avec laquelle nous voyons les choses, eh bien, nous pouvons voir qu'il y a une bonne nouvelle par rapport à ce qui va arriver à notre monde. Mais pour être prêt, pour pouvoir nous préparer face à tout cela, parce que nous pensons que, à l'image de cet événement, de ce tsunami de 2004,
qui a été déclenché par un séisme sous-marin d'une magnitude totalement exceptionnelle, qu'on estime entre 9,1 et 9,3 sur l'échelle de Richter. Ça va être l'un des événements naturels les plus meurtriers de l'histoire. Et lorsqu'on voit cet événement, on voit la mer qui se retire, on voit les animaux, les poissons qui vont loin au large, les oiseaux qui fuient. Quelque chose de sérieux, de grave est en train d'arriver. Et de la même façon, j'aimerais prendre l'image de cet événement de 2004, parce qu'une vague énorme est en train d'arriver sur notre monde. Et la manière dont nous allons nous préparer, la manière dont nous allons appréhender les choses va faire toute la différence pour vous et moi. Si nous restons prostrés dans le passé, incapables d'avancer, paralysés, eh bien, nous allons subir les événements. Mais si nous avons les outils, et c'est notre but, notre objectif, à travers toutes ces conférences. Ainsi donc, face à ce labyrinthe, nous n'allons pas avoir un labyrinthe en face de nous, incapable de trouver la sortie tellement il est complexe. Mais parce que nous sommes connectés avec cette source extérieure, cette source d'amour qui veut rentrer en contact avec nous, rentrer dans notre vie et prendre toute la place pour nous conduire et nous guider vers la porte de sortie. Lui seul, avec la hauteur qu'il a, est capable de nous diriger détail par détail pour nous faire sortir parce qu'il a, lui seul, le GPS et le point de destination. Et donc, je vous invite à rentrer dans cette démarche. Les événements internationaux aujourd'hui sont d'une nature déconcertante. Nous voyons à travers les guerres, à travers les catastrophes naturelles, à travers tout ce que nous voyons, toutes les tensions sociales, nous voyons qu'il y a quelque chose de grave et de sérieux qui va arriver. Notre but, notre objectif, c'est de ne pas, au contraire, vous faire peur, mais de donner les outils concrets pour nous permettre de rentrer dans cette démarche, de rentrer dans ce cheminement pour trouver la porte de sortie. Je vous invite donc à rester avec moi et à suivre au travers de la deuxième partie, prendre conscience également par rapport à la grandeur de l'univers, de celui qui a créé toute chose dans un but précis. Je vous souhaite bon courage et je vous dis donc à l'étape numéro 2 pour la suite de cette série et nous allons rentrer un peu plus en profondeur dans cette dimension-là, dans cette démarche-là. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous avez les coordonnées qui vont s'inscrire. Nous sommes à votre disposition et nous serons heureux de pouvoir échanger, partager avec vous. Et si vous avez besoin d'outils ou autres, nous sommes là à votre disposition. Que Dieu vous garde. À bientôt.